Dans les Vosges, troisième département le plus boisé de France, la Journée internationale des forêts est organisée par la commune de Thaon-les-Vosges. Avec en moyenne 50% du territoire boisé, les enjeux de la forêt sont déterminants dans cette région. L'objectif est de sensibiliser le grand public et les jeunes à travers des stands le long d'un parcours au cœur de la forêt. Je pense qu'on a besoin de démocratiser la vie en forêt parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues qui ne sont pas justes. Elle est là non pas pour nous, mais pour le futur, pour les enfants. C'est le deuxième piège à carbone derrière l'océan. Il faut qu'on en prenne soin. Au niveau des journées internationales de la forêt, normalement, ça se fait au mois de mars, quel que soit le pays. Nous, en Europe et en France, ça nous pose un petit problème. C'est que les arbres n'ont pas débourré, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de feuilles. Donc amener des enfants pour leur montrer faire reconnaître les arbres, c'est un peu plus difficile. Au niveau national, le jeu qu'on a déroulé avec les enfants à Thaon est le même dans les autres départements. C'est l'ONF qui est en charge de le créer, de le produire eux-mêmes et de le dérouler dans les départements et à l'intérieur des départements, dans les communes qui veulent se lancer dans cette affaire. Donc je suis Denis Ferry, débardeur à cheval, entrepreneur de travaux forestiers. Et voici ma collègue Calypso, une jument trait du Nord de 10 ans qui débarde avec moi en forêt. Alors moi, mon but, c'est d'extraire les arbres qui sont abattus en forêt et de les mettre à disposition des tracteurs au bord des pistes ou des chemins forestiers. C'est ce qui s'appelle du débuscage en fait. Elle pèse entre 8 et 900 kg. Elle peut tirer jusqu'à 1 mètre cube de bois, donc ce qui représente à peu près son poids. L'intérêt du cheval, c'est qu'on est passe-partout et on n'a pas forcément besoin de chemin. Ensuite, on a un impact au sol qui est vraiment très limité. On intervient surtout dans les zones à terrain sensible, donc les zones humides, les tourbières, les zones archéologiques aussi, où on ne veut pas que les vestiges soient détruits. Après, le cheval est complémentaire de la machine. Je ne suis pas uniquement pro-cheval et contre la machine et la mécanisation. C'est un beau métier, c'est pas tous les jours facile, mais ça permet de sauvegarder les races de chevaux de trait, le matériel, un savoir-faire aussi. Donc c'est un peu perdurer ce que les anciens ont pu faire, mais il ne faut pas voir ça de manière rétrograde. On voit Calypso qui vient se mettre contre vous, etc. Il y a une vraie connexion qui se fait avec le temps, les années. Vous parliez de collègues, c'est peut-être plus? Ouais, collègues, amis. Elle fait partie de la famille de toute façon. Voilà, c'est sûr qu'un animal, faut l'aimer, il faut en prendre soin, donc on fait tout pour qu'elle se sente bien. Et elle a son caractère, j'ai mon caractère, il faut qu'on s'écoute tous les deux et au final c'est un beau binôme. Alors je m'appelle Roxane Limousin et je viens d'être embauchée à l'ENSTIB, donc l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois. Nous, aujourd'hui, on nous a demandé de présenter la chimie verte du bois. Et donc pour comprendre ce que c'est que la chimie verte, on a besoin de comprendre ce qu'il y a dans le matériau bois en termes de composition chimique, c'est-à-dire en termes de molécules. Donc une grosse grume de bois, comme ça, c'est composé de plein de cellules et dans une cellule, il y a ce qu'on appelle la paroi cellulaire et la paroi cellulaire, elle est constituée de 5 composants principaux. Donc il y a la cellulose qui est le constituant majoritaire du bois, à peu près 50%. On a la lignine en deuxième composant principal et les hémicelluloses qui sont aussi un sucre. Donc le bois, en résumé, c'est 75% de sucre. Et en plus petite partie, mais qui sont tout aussi importants, on a les extractibles qui permettent de conférer à l'arbre sa couleur, son odeur ou des propriétés qu'on utilise en grande partie pour l'œnologie par exemple. Et en dernier, une fois qu'on a brûlé tout notre bois et qu'on récupère les cendres en fait, dans notre cheminée, il reste uniquement les minéraux. Et bien nous, on essaye de valoriser ces différents constituants
et d'en faire différentes applications, différents matériaux, comme du bioéthanol, comme des mycocomposites, comme des joints de colle biosourcés, une colle complètement naturelle, ou du bois transparent qui peut servir pour des tableaux de bord de voiture par exemple. Bonjour, je suis Michel Flambard, technicien au CNPF Grand Est. Donc ma mission, c'est suivre les propriétaires forestiers de petites surfaces. Nous sommes sur un territoire très morcelé, donc l'objectif c'est de suivre le propriétaire, répondre à ses questions, l'aider dans ses projets de gestion de sa forêt. Ça peut aller de l'entretien, de la plantation jusqu'à la commercialisation, l'aider dans des domaines plus économiques et fiscaux. Le chiffre qui a du sens et que j'ai au quotidien, c'est qu'en fait la surface moyenne des parcelles que nous avons et sur lesquelles je travaille est 50 ares, qui est une surface très petite pour arriver à faire une gestion forestière cohérente. Donc on a un très gros travail de regroupement, de propriétaires et de propriétés. La maladie de Lyme est une maladie professionnelle pour les forestiers, pour tous ceux qui travaillent effectivement en forêt. Et c'est pourquoi il me tient à cœur de pouvoir expliquer ce que c'est qu'un tic, comment il fonctionne, quels sont les risques. On peut se prémunir. Donc c'est bien d'informer notamment tous les jeunes, tous ceux qui sont en forêt. INRAE travaille énormément sur les tiques et justement il y a une opération scientifique collective. Il vous propose de récolter les tiques qui vous mordent et leur envoyer afin qu'ils puissent avancer la recherche, pouvoir faire des cartes pour connaître un petit peu tous les types de tiques que l'on peut avoir parce qu'il y a plusieurs espèces et avec le changement climatique, les tiques changent également. Donc bonjour, je suis Jérôme Grammaire, donc je suis élagueur, grimpeur depuis maintenant 22 ans et donc j'ai ma société qui s'appelle La Canopée. Donc première chose à bien savoir, c'est qu'un arbre n'a pas besoin d'être taillé. Pour un arbre, c'est toujours traumatisant hein, des travaux d'élagage, peu importe ce qu'on fasse dessus. Donc moins on taille, mieux c'est. Et après, quand on a des arbres qui sont malheureusement mal placés, c'est d'essayer de faire des interventions le plus minime possible, c'est-à-dire d'en tailler le moins possible. Et quand c'est pas possible, parfois il vaut mieux abattre un arbre et en replanter un plus adapté plutôt que de vouloir à tout prix le conserver et l'élaguer fortement. Un chiffre, bonne question. Je dirais 88, hein, les Vosges, on a des belles forêts. Elles souffrent beaucoup maintenant. Alors après, on ne sait pas comment ça va évoluer, donc on va être obligé certainement de planter de nouvelles essences, de s'adapter au climat qui change, parce que je pense que d'ici une vingtaine d'années, on aura des forêts très différentes. On a beaucoup d'arbres qui sèchent en forêt, malheureusement, et je pense que ça va continuer, hein, donc il faudra planter autre chose et il faut penser à l'avenir. Ça fait déjà un moment que l'ONF travaille sur des choses comme ça, mais là on voit ça s'accélère. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que des arbres, ça a une valeur. C'est quand même c'est un être vivant et il ne faut pas faire n'importe quoi sur les arbres. L'arbre, ça ne vit pas à la même échelle que nous, ça vit sur des centaines d'années. Et que malheureusement, si on ne fait pas les choses comme il faut, on lui réduit sa vie fortement. Donc si on veut laisser des arbres pour nos enfants, il faut faire attention à l'arbre. Moi je dirais, si j'avais un message à donner à la jeunesse, c'est apprenez à aimer la forêt, venez la voir, venez vivre, venez la toucher, venez la respirer, c'est votre poumon pour demain.